Ravi de vous retrouver sur notre chaîne pour un dernier tour de l'actualité. On regarde les titres de ce journal. La société productrice du lait Bonnet Rouge a officiellement inauguré son bureau régional Afrique de l'Ouest à Abidjan. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Patrick Achi, chef du gouvernement. C'était en présence des ministres du Commerce et de l'Industrie, de la promotion de l'investissement et du développement du secteur privé. La 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU se poursuit à New York. La Côte d'Ivoire a participé à une rencontre de haut niveau ce jeudi. La rencontre avait pour thème réparation, injustice raciale et égalité pour les personnes d'ascendance africaine. Et puis en France, les militants, les républicains devront trancher entre primaires à 2 tours et congrès fermé pour désigner leur candidat à la présidentielle. Le parti proposerait aussi une clause d'empêchement pour pouvoir éventuellement débrancher le candidat choisi en cas de problème. Bonsoir à tous. Patrick Achi était ce jeudi dans la zone industrielle de Yopougon. Le chef du gouvernement y a procédé à l'inauguration du bureau régional du laitier néerlandais Friesland Campina. Ce dernier entend, aux côtés du gouvernement ivoirien, tisser un partenariat gagnant-gagnant pour la production locale du lait. Le film de la coupure de ruban avec Alexis Ouedraogo. Abidjan, capitale de l'industrie laitière mondiale ce jeudi. Le géant du secteur Friesland Campina inaugure son bureau régional Afrique de l'Ouest et du Centre dans la commune de Yopougon. Avec l'ouverture de ses bureaux, le groupe installé depuis 2014 dans le pays célèbre aussi les 100 ans de sa marque Bonnet Rouge. En 2014, parmi de nombreux pays africains potentiels, Friesland Campina choisit la Côte d'Ivoire et y acquiert une usine afin de pouvoir répondre aux besoins de ses consommateurs. Ce bureau régional couvrira 18 pays en Afrique de l'Ouest et du Centre, faisant ainsi d'Abidjan le hub de notre stratégie sous-régionale d'expansion en Afrique. Le groupe qui salue les efforts permanents du gouvernement pour soutenir le secteur privé entend aussi partager son expérience de géant du secteur. Pour l'ambassadrice des Pays-Bas, le modèle de la compagnie est un success story modèle pour les économies. Il est important de rappeler que Friesland Campina a 150 ans. C'est un success story néerlandaise, l'histoire magnifique d'une coopérative de fermiers néerlandais qui ont réussi non seulement à s'échapper de la pauvreté, mais à transformer leur association en un leader mondial de l'agro-industrie. Et à la pratique, l'État ivoirien porte fermement sa vision d'industrialisation qui compte avec le secteur laitier. L'industrie laitière réalise par an un chiffre d'affaires global de plus de 120 milliards de francs CFA et plus de 60 milliards de francs CFA de valeur ajoutée en Côte d'Ivoire. La cérémonie de ce jour est la preuve que les actions menées par le gouvernement pour améliorer l'attractivité de l'économie ivoirienne en général et pour le développement du secteur industriel en particulier portent leurs fruits. Quand il s'installe au pupitre, Patrick Achi félicite le groupe clé de l'industrie laitière, mais aussi les Pays-Bas, premier client de la Côte d'Ivoire, troisième pays européen exportateur en destination d'Abidjan. À travers ce nouveau siège et l'ensemble des investissements réalisés en Côte d'Ivoire ces dernières années, le groupe Friesland Campina donne ainsi un signal fort à l'ensemble des acteurs du secteur privé. Oui, 1000 fois oui, il est non seulement possible, mais stratégique, d'implanter des activités industrielles majeures en Côte d'Ivoire pour développer ensuite des activités dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Le chef du gouvernement précise l'importance de la participation des acteurs locaux. J'invite également Friesland Campina à faire bénéficier notre pays du transfert de compétences et de technologies en vue de créer en Côte d'Ivoire une filière laitière totalement intégrée, avec en amont le soutien et l'accompagnement des nationaux à la création ou au développement de PME et de fermes laitières capables d'approvisionner ces unités industrielles en vue de renforcer la création de valeur ajoutée et d'emplois dans ce secteur.
5 pionniers du bureau régional ont été récompensés pour leur contribution à l'implantation du groupe. La cérémonie, elle a pris fin avec une dégustation des produits de la marque. Toujours au chapitre des activités du Premier ministre, Patrick Achi recevait ce jeudi les acteurs du secteur de la construction à la salle des banquets de la primature. Il a été question au cours des échanges de trouver des solutions liées à la production en masse de logements pour combler le déficit en la matière. Les acteurs du secteur ont par ailleurs fait plusieurs observations concernant les mécanismes de financement au profil des acquéreurs exerçant dans le secteur informel. Ils ont aussi planché sur les leviers de financement devant aider au retour de la location-vente en Côte d'Ivoire. La Team Europe, composée de l'Union européenne, de la Banque européenne d'investissement et de l'Allemagne, décaisse 100 milliards de francs CFA pour soutenir la Côte d'Ivoire. Un appui budgétaire qui vise à aider le pays à surmonter les effets néfastes de la Covid-19 sur l'économie et le social. Plus de détails avec Cheikh Koné. Cette signature de convention confirme encore, si besoin il y a, la solidité des relations entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires financiers, regroupés au sein de la Team Europe. Près de 100 milliards de francs CFA d'appui budgétaire pour accompagner les efforts de la Côte d'Ivoire à faire face aux effets du ralentissement économique lié à la pandémie Covid-19. L'ensemble des engagements et décaissements cumulent aujourd'hui à 151,5 millions d'euros, soit près de 100 milliards de francs CFA pour les 4 conventions. Je note en particulier que 3 de ces conventions visent à soutenir le plan de riposte économique, sociale et humanitaire contre la Covid-19 mis en place par le gouvernement aux premières heures de la survenance de la pandémie dans notre pays. Dans cet important appui budgétaire, l'Allemagne et l'Union européenne ont annoncé le versement d'un montant total de 35,4 milliards de francs CFA. Cette enveloppe permettra d'abonder les fonds dédiés aux PME et aux grandes entreprises afin de permettre à celles-ci d'accéder à court terme à des liquidités à des conditions favorables, notamment par des prêts à taux réduit ou à taux zéro. Il faut un secteur privé vibrant, un secteur privé qui fait de l'économie croissante et qui crée de l'emploi. On a aussi signé avec la Banque européenne d'investissement d'assistance technique pour ouvrir un centre diagnostic pour la situation de santé. Par ailleurs, l'Union européenne et la Côte d'Ivoire ont signé une convention de financement d'un appui budgétaire de 3,3 milliards de francs CFA visant à soutenir le Fonds de solidarité. Et il faut le rappeler, ces annonces de la Team Europe interviennent en marge de la visite en Côte d'Ivoire de la directrice des opérations internationales de la Banque européenne d'investissement, Maria Chobarakan. À 8000 km d'ici, Kandia Camara, la ministre des Affaires étrangères, a présenté les acquis de la Côte d'Ivoire en matière des droits de l'homme. C'était au cours d'une réunion de haut niveau à l'ONU où se tient la 76e session de l'Assemblée générale. On en parle avec notre envoyé spécial, Michel Digré. 2 décennies après l'adoption à Durban d'une déclaration pour éradiquer le racisme, la discrimination continue de sévir dans le monde. C'est le constat fait par les différents intervenants au cours d'une rencontre de haut niveau à l'ONU. Malgré des progrès acquis après des décennies de lutte, le racisme et la discrimination raciale continuent d'être source de conflits et d'inégalités entre les populations dans toutes les régions du monde. Toutefois, l'espoir est encore permis dans cette quête d'égalité. Renouvelons notre engagement à créer un avenir différent pour nos enfants et nos petits-enfants, un monde débarrassé du racisme, un monde d'égalité. La persistance du racisme, en dépit des efforts enregistrés au cours de ces 2 dernières décennies, ne doit guère nous inciter au pessimisme. La ministre des Affaires étrangères a saisi cette tribune pour présenter les acquis de la Côte d'Ivoire en matière de défense des droits de l'homme. Mon pays a mis un point d'honneur à souscrire aux cadres normatifs les plus pertinents en matière de promotion des droits de l'homme et de lutte contre les discriminations raciales. La Côte d'Ivoire a ainsi ratifié, entre autres cadres légaux internationaux en la matière, la Déclaration universelle des droits de l'homme,
La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Elle poursuit sa coopération avec tous les États membres du Conseil des droits de l'homme, où elle a été réélue pour un nouveau mandat sur la période 2021-2023, avec une attention particulière portée sur la lutte contre le racisme et la discrimination raciale. Kandia Camara souhaite la mise en œuvre diligente de la déclaration de Durban et du plan d'action subséquent afin de venir à bout des discriminations raciales. En marge des travaux de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la chef de la diplomatie ivoirienne a multiplié les rencontres. Kandia Camara a été reçue ce jeudi par le président angolais Joao Lourenço. Elle était porteuse d'un message du président Alassane Ouattara à son homologue angolais. Kandia Camara, que je vous propose d'écouter à sa sortie d'audience. C'est un message de fraternité, un message d'expression de la bonne coopération qui existe entre nos deux pays, entre nos deux peuples. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous a chargé de traduire à son frère, le président de la République d'Angola, sa satisfaction quant à la convergence de vues entre les deux hommes concernant la préservation de la paix dans leur pays, le renforcement de la sécurité, mais surtout leur engagement pour le développement de leur pays et l'amélioration des conditions de vie des populations de leurs deux pays. Et on se rend maintenant à Yamoussoukro où les sénateurs ont planché ce jeudi sur 6 projets de loi antérieurement adoptés en commission. Des projets qui ont attrait à l'économie et aux finances ainsi qu'aux affaires sociales et culturelles. On en parle avec Kader Sogodogo. Après les travaux en commission, place à la plénière. Les sénateurs, dans leur ensemble, se prononcent sur 5 projets de loi ratifiés par la Commission des affaires économiques et financières. Ils portent sur le démantèlement tarifaire entre la Côte d'Ivoire, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Sur la création de fonds de garantie des crédits aux entreprises ivoiriennes, sur les mesures fiscales incitatives liées aux investissements dans le secteur de l'EVA. Et enfin, la légalisation fiscale du projet de zone économique industrielle à Abidjan, Fès-Kédougou et San Pedro. Ils seront adoptés à l'unanimité. Un projet de loi également adopté, cette fois-ci par la Commission des affaires sociales et culturelles, sur l'organisation et le fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Un projet de loi qui obtient la majorité lors de cette plénière présidée par la vice-présidente Sarah Sako Fatiga. Nous venons d'adopter 6 projets de loi très importants pour la vie de notre nation et la vie de nos concitoyens. Nous avons adopté le projet de loi qui va organiser l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Et en cette période de Covid-19, ça va leur permettre de mieux travailler et d'être mieux organisés. Sur le plan économique, nous avons adopté un projet de loi qui va soutenir les entrepreneurs ivoiriens. Ils pourront prendre des crédits à moindre coût. Les PME pourront engager beaucoup de jeunes et ça va diminuer le chômage chez les jeunes ivoiriens. Et vous voyez un peu, il y a 6 projets de loi. Les 4 autres, c'était à l'international. La plénière constitue la dernière étape de validation d'un projet de loi au Parlement. Reste à présent son application. L'hôpital mère-enfant de Bingerville, un établissement sanitaire de référence qui dispose de toutes les commodités pour des soins de qualité. Il a été visité ce jeudi par une délégation de parlementaires conduite par le patron de l'hémicycle. Amadou Soumaoro et ses collègues députés sont allés s'enquérir de la qualité des soins et du matériel utilisé pour la prise en charge des patients. Le compte-rendu de Moussa Konaté. Amadou Soumaoro à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. À la tête d'une délégation de députés, le président de l'Assemblée nationale est venu s'enquérir du fonctionnement de l'établissement sanitaire. Une visite qui réjouit l'ensemble du personnel et responsable de l'hôpital. C'était vraiment un immense honneur de vous accueillir aujourd'hui. Vous avez pu profiter de la beauté de l'édifice, on a parlé de la qualité avant,
Vous avez pu voir le soin apporté à la décoration, piloté de main de maître par la présidente elle-même. Chaque élément de décoration, chaque couleur, c'est Madame la Présidente de la Fondation et son équipe. J'en profite pour la remercier. C'est elle qui nous donne l'énergie au quotidien pour être toujours plus excellent. Et donc c'était vraiment un honneur de vous présenter tout ce travail. Merci pour votre visite. Bon accueil dans les services, matériel de travail aux normes internationales et un personnel qualifié. Le tout pour des soins de qualité. Le constat est fait par le président Amadou Smaourou. L'hôpital mère-enfant de Bégerville se positionne comme une référence par la qualité de son plateau technique et l'expertise de son personnel soignant. Nous voulons particulièrement remercier la première dame, Dominique Ouattara, pour cette belle architecture hospitalière qui vient enrichir le paysage sanitaire de notre pays. Inauguré en mars 2018, l'hôpital mère-enfant de Bégerville est une réalisation de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. À ce jour, l'établissement enregistre plus de 2500 accouchements, 4500 actes chirurgicaux et plus de 140 000 consultations. On continue à parler de santé et on fait le point de la situation de la Covid-19 dans quelques instants. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 23 septembre 150 nouveaux cas de Covid-19 sur 4 469 échantillons prélevés, soit 3,3% de cas positifs, 116 guéris et 3 décès. À la date du 23 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 59 558 cas confirmés, dont 57 111 personnes guéries, 586 décès et 1861 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 991 992. Le 22 septembre, 30 446 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 868 955 doses du 1er mars au 22 septembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Après Korogo et Bouaké, le président du COCAN était à Yamoussoukro. François Albert Amicha est allé se faire une idée de l'avancée des travaux des infrastructures sportives. Le patron du COCAN a aussi visité les plateaux techniques, sanitaires et hôteliers. Seydou Koulibaly. Le ministre François Albert Amicha et sa délégation ont entamé cette visite par les terrains d'entraînement. Et c'est l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, centre qui a accueilli le COCAN 2023. Le ministre Amicha a pu constater que de nouveaux vestiaires avaient été construits et la tribune rénovée. À l'INPHB Sud, le planting du gazon est fait sur l'aire de jeu qui attend d'être damé. La tribune et les vestiaires rénovés. Au stade annexe, les vestiaires ont pris forme et les ouvriers préparent le terrain à recevoir les premières sémences de gazon. Un hors-d'œuvre après lequel le ministre Amicha s'est rendu dans le stade de compétition, une arène de 20 000 places en phase de finition. Le gros œuvre est achevé, mais beaucoup reste à faire, comme cela a été constaté lors de cette visite. Le studio télé et la salle de conférence ont besoin de quelques réaménagements. Les gradins et la piste d'athlétisme sont achevés. La pelouse laisse encore à désirer, même si elle n'est pas encore totalement prête pour la compétition. Mais l'enceinte majestueuse, dans son ensemble, a besoin de quelques réglages pour être aux normes internationales. Nous avons fait un certain nombre d'observations aux différents responsables de Sogea Satom, du Bénet qui supervise, et nous espérons que cela sera pris en compte, aussi bien au niveau des flux, aussi bien au niveau de la salle de conférence, aussi bien au niveau des tribunes, qu'aussi bien sur le terrain lui-même. Les structures sanitaires ont été aussi visitées par le président du COCAN 2023. Et c'est l'hôpital catholique Saint-Joseph-Moscati, une structure qui présente un plateau technique intéressant avec ses 3 blocs opératoires, un service de cardiologie et un autre de réanimation. Au CHR de Yamoussoukro, Dr Assier Kofi Justine a fait le point de la situation au président du COCAN. Les réceptifs hôteliers, comme l'hôtel président, les résidences La Croisière, le Royal Suite,
ou l'hôtel des parlementaires ont ensuite été visités par la délégation du COCAN. La Sotra à Bouaké, un rêve qui devient réalité. La présence dans le Bouaké de la société de transport urbain suscite beaucoup d'espoir chez la population. D'avis d'experts, l'initiative du gouvernement vient donner un coup de fouet, un coup d'accélérateur à l'emploi jeune et à l'économie générale, sinon l'économie régionale. On en parle avec Léon Brou-Kwame. Bouaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire avec plus de 72 km² et une population d'environ 1 500 000 habitants. Pour rallier les différents quartiers, seulement 3 offres de transport. Taxis communaux, minicar ou baka et mototaxi. Pas suffisant pour assurer la mobilité urbaine, raison du déploiement de la Sotra à Bouaké. La société des transports abidjanais démarre ses services ce 24 septembre 2021. Le projet de Bouaké est initialement prévu pour 100 bus. Et nous allons dans un premier temps le lancer avec 50 bus et progressivement monter en puissance en fonction des besoins. Nous allons fonctionner à partir de 6 h et le dernier départ c'est 19h30. Tout Bouaké donc desservi par la Sotra, un soulagement pour les populations, notamment les élèves et étudiants. Je suis à Dar es Salaam et pour venir là c'est dit, partir aussi c'est dit. Le transport est très cher. Nous sommes les femmes d'Angassou, nous n'avons pas compris pourquoi la Sotra a mis les arrêts partout, sauf notre quartier. Côté transporteur, aucune opposition au déploiement de la Sotra à Bouaké. C'est d'ailleurs une complémentarité qui renforce la mobilité urbaine. La Sotra a son travail à faire, eux aussi ils ont leur travail à faire. La Sotra ne peut pas rentrer dans les quartiers parce qu'il n'y a pas de route dans les quartiers, c'est le mototaxi. Peut-être si la Sotra descend les clients, les mototaxis vont rentrer avec les clients. Population et acteurs du transport tous unanimes, la Sotra vient booster la mobilité urbaine, mais à quel prix? Quand on sait la ville de Bouaké réputée pour son taux élevé de l'incivisme routier, avec pour corollaire les accidents de la circulation, majoritairement causés par les mototaxis. Autre chose à présent, la 5e édition du Salon international de la géomatique s'est ouverte à Abidjan. Une édition qui se tient en mode semi-virtuel à cause de la Covid-19 et qui va durer 3 jours. L'apport des technologies de la géo-information dans la gestion des crises, c'est le thème qui sera abordé. Plus de détails avec Raskando. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au Salon de la géomatique dans la commune du Plateau. À travers cette coupure de ruban, Adama Diawara lance officiellement la 5e édition du Salon international semi-virtuel de la géomatique édition 2021. Une rencontre marquée par des expositions d'une vingtaine d'entreprises expertes de la géo-information. Nous avons produit une solution du nom de l'Enfiapé qui permet de faire l'optimisation des ressources fiscales des collectivités territoriales. Tout ce que nous venons voir ici, nous devons transposer éventuellement cette technique aussi bien dans le cadastre, le cadastre foncier, là où nous avons énormément de problèmes. Donc nous avons besoin d'une transposition de cette expérience dans notre pays. Apport des technologies de la géo-information dans la gestion des crises. Thème retenu pour la 5e édition de la géomatique. Ceux-là sont des entrepreneurs qui en fait ont des solutions par rapport à la problématique que nous présentons ici. Donc quand vous prenez des gens qui ont des drones aujourd'hui, les drones sont utilisés pour pouvoir détecter quand même les inondations. Les drones peuvent être utilisés pour détecter où il y a une crise qui commence afin de remédier à cela. Aujourd'hui, le monde connaît un certain nombre de crises. Crise sanitaire, Covid-19, crise écologique, crise environnementale, crise climatique, crise alimentaire, crise sécuritaire. Quand on a des instruments tels que la géo-information qui nous permet de prévenir, au cas où la crise survient, de gérer la crise de façon efficiente en permettant aux gestionnaires de la crise de prendre des décisions appropriées. Vous comprenez bien l'intérêt de la géomatique pour notre vie de tous les jours. Conférences, forums, panels, rencontres B2B vont meubler cette 5e édition du Salon international de la géomatique 2021.
Et on se rend maintenant dans la région du Zanzan où le ministre-gouverneur a rencontré la population de son district. Le docteur Souleymane Touré a expliqué aux populations ses attentes avec elles il entend atteindre ses objectifs de développement dans tout le district. Le point de la rencontre avec Sidonie Davila. Les populations du district du Zanzan ont répondu présent à l'appel de leur ministre-gouverneur. À l'entame de cette rencontre, qui est la première sortie officielle du ministre-gouverneur depuis sa nomination par le président de la République, Dr Souleymane Touré a été félicité pour le choix qui s'est porté sur sa personne. Nous pensons que c'est une nouvelle ère de développement qui commence pour le district. Je voudrais, en votre nom, réitérer nos remerciements à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a fait l'honneur à notre grande région et qui a décidé de nommer notre frère Touré à la tête de notre district. Parce que M. Touré répond bien à ce poste. Cette rencontre est pour le ministre-gouverneur du Zanzan une prise de contact avec les fils et filles de la région. Il en profite donc pour donner quelques consignes. Le chef de l'État a remis notre région entre nos mains. C'est nous les fils qui devons faire en sorte que chaque année, notre district fasse un pas en avant sur la route du développement. Donc c'est pour leur soutien. Et vous avez vu qu'ils sont venus très nombreux. Cela m'a fait plaisir. Je leur ai parlé aussi des projets immédiats. Incessamment, je vais recevoir les maires, les élus, pour qu'on puisse composer le conseil du district. Dans sa feuille de route, le docteur Souleymane Touré, comme tous les ministres-gouverneurs d'ailleurs, devra relever le défi du développement équilibré du pays souhaité par le président de la République, Alassane Ouattara. Je rappelle que la rencontre s'est déroulée à l'auditorium de la Caisse Stable au Plateau. Bientôt sera disponible une plateforme d'information et de concertation pour un suivi efficace des différentes initiatives en faveur de l'insertion des jeunes. Elle va impliquer le secteur public et privé pour faire le point de l'état d'avancement des travaux de réalisation du dit projet. Et selon le Bureau de coordination des programmes emploi, les choses avancent très bien. Les explications de Michel Mambo. Interconnecter le secteur public et le secteur privé pour mieux appréhender les questions liées à l'insertion des jeunes. Tout l'intérêt de cette plateforme en cours de réalisation. Une réponse à la problématique de l'adéquation formation-emploi. On a beaucoup de jeunes qui sont formés et qui ne trouvent pas d'emploi. Et de l'autre côté, on a des entreprises qui recherchent des jeunes compétents et ils n'en trouvent pas. Donc on a structuré dans le cadre de cette réforme-là le secteur, l'économie nationale en ce qu'on appelle les branches professionnelles. Mais quand on a fait tout cela, on a fait une documentation, des données très intéressantes, mais il faut coller ça, mesurer ça par rapport aux besoins de l'emploi. Et pour le faire, il était bon que nous mettions tout cela dans une plateforme. Un outil de suivi efficace des différentes initiatives en faveur de l'insertion des jeunes. Les travaux de réalisation du dit projet avancent bien. La maquette a été conçue, c'est ce qui nous a été présenté ce matin, et je crois que c'est l'appui de l'Union européenne. Maintenant, il y a une phase pilote. Et la phase pilote va consister à quoi? À pouvoir avoir l'opérationnalisation. Par exemple, de cette branche professionnelle qui a été choisie, agriculture, foresterie, avoir des données, comment ça marche, est-ce que les gens sont formés sur une période donnée. Et on va évaluer. Donc si c'est bon, on va l'étendre à l'ensemble des branches professionnelles et éventuellement, donc, après cette phase de branche professionnelle, pour voir comment interconnecter les autres systèmes. La plateforme de concertation secteur privé, secteur public est à l'initiative de la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Bureau de coordination des programmes emploi, BCP Emploi.
Décédé à Paris, la dépouille mortelle de l'ancien Premier ministre Charles Konabani est arrivée à Abidjan ce jeudi. Atteint de la Covid-19, Charles Konabani avait été transféré en France pour des soins. La classe politique ivoirienne rend hommage à ce grand serviteur de l'État depuis sa disparition. Un serviteur qui aura pendant plusieurs années occupé de hautes fonctions dans l'administration publique. En France, primaire à 2 tours ou congrès réservé aux seuls républicains, les militants décideront samedi, a expliqué mercredi le patron de les Républicains, Christian Jacob, en dévoilant une vaste enquête d'opinion donnant l'avantage à Xavier Bertrand. Cette vaste enquête réalisée auprès de 15 000 sympathisants de droite donne à Xavier Bertrand une avance en termes de crédibilité sur plusieurs sujets régaliens, notamment la sécurité, la délinquance et l'immigration. Mais Valérie Pécresse n'est pas très loin derrière, notamment chez les sympathisants. Elle recueille 81% de bonnes opinions contre 79% à son rival. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci de votre fidélité à RTI 1. Ce journal est terminé. Bonsoir et que la paix soit chez vous.